Bonjour tout le monde ou bonsoir tout le monde, tout dépendra à l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast ou regarder cette interview. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler d'un jeune de la diaspora dans cette nouvelle rubrique du Guinean Young Leaders où on parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, de réussite ou parfois même des échecs parce qu'on n'en parle pas assez. Et donc voilà, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Moi, c'est Moussa Sampil. Comme tu viens de le dire, je suis un jeune de la diaspora. Ça fait maintenant quelques années que je vis en Belgique. Et je suis le président fondateur de l'association La Baraka. Voilà, en gros, voilà qui je suis. Ok. Est-ce que avant de parler du projet La Baraka, moi j'ai envie de savoir vraiment qui se cache derrière La Baraka. Bah écoute, derrière la Baraka, il y a moi, et il y a un petit groupe de jeunes gens qui viennent un petit peu de partout. Hein. Je suis le seul Guinéen de l'équipe d'ailleurs, il faut le préciser. Tout le reste sont des Marocains, des gars du Bangladesh. On a un peu de tout, on a quelques Belges avec nous. Et je suis le seul Guinéen en fait. Je suis le seul Guinéen, mais l'essentiel de nos projets, parce qu'on a une équipe au Maroc, on travaille ici en Belgique, on a une petite équipe au Sénégal, on intervient ponctuellement au Togo, mais l'essentiel de nos actions se passe en Guinée. Comment est-ce qu'est né le projet La Baraka ASBL? Le projet de La Baraka ASBL est né, je peux être franc avec toi, c'est parti d'un petit moment de ma vie, bien précis. C'était un moment où j'écoutais la conférence d'un imam, dont je vais taire le nom. Et le sujet de sa conférence, c'était qu'as-tu fait pour ta communauté? Tout simplement, c'était ça le sujet. C'était une question, qu'as-tu fait pour ta communauté? Ça m'a intrigué. J'ai écouté sa conférence et il expliquait l'importance que chacun devrait avoir d'être utile pour la communauté. Ah, voilà, dans son développement, je me suis pas du tout retrouvé là-dedans, en fait, tout simplement. Ça m'a mis une petite claque parce qu'au final, je me suis rendu compte que ma mission sur Terre, elle était un peu plus... C'était un peu plus que de jouer au foot, d'aller au travail ou à l'école, jouer au foot, revenir, s'occuper de sa petite famille en interne. La petite claque, elle est partie de là. Je me suis dit que je pouvais peut-être faire un petit peu plus pour la communauté. Alors la réflexion, elle a commencé et je me suis dit, comment je peux me rendre utile pour la communauté? Avec mes petits bras, mes petits moyens, on va peut-être former une petite association pour faire les choses légalement. Parce qu'au final, tu peux être utile sans passer par une association. Hein. Mais voilà, tout de suite, ma réflexion a été plus loin. Je dis, je vais créer une association et on va essayer d'aller peut-être plus loin dans l'aide. Voilà, l'association, elle est partie de là. Et entre ce moment de réflexion et la création de l'association, ça a été hyper vite. Ah ouais, je suis monté en bolide directement. Ah ouais? Il s'est passé même pas 2 mois, l'association elle a été créée. Ouais, ça a été trop vite. Alhamdoulilah. Mais est-ce que c'était un projet que tu as toujours voulu faire quand tu étais jeune ou c'est quelque chose que tu as fait non, sincèrement, comme je t'ai dit, ça s'est passé sur une petite minute de ma vie, parce que c'était une petite conférence. Hein. C'est vraiment pas quelque chose que j'aurais pensé faire un jour. Hein. J'étais comme la plupart des jeunes, hein, dans cette forme d'insouciance, hein, où on ne s'occupe que de soi. Comme je t'ai dit, on va aller à l'école, on va revenir, on va aller au foot, on va aller en vacances avec les amis, avec la famille. Ça se limitait à ça. J'aurais jamais cru qu'un jour je me retrouverais dans cette posture-là. Mais alhamdoulilah, encore une fois. Parce que finalement, je me rends compte que tu sais, avec le temps, quand je suis assis maintenant, et je remonte le temps dans ma tête, je fais le bilan de ma vie, j'arrive plus à me rendre compte de ce que je faisais avant l'associatif. Ça fait combien d'années que... Ça fait depuis 1995. 1995. 95. Je fais des petites rechutes françaises. Ok, donc j'arrive même plus à me souvenir de ce que je faisais avant l'associatif. Ouais.
Non, ouais. Dans ma tête, je me dis, mais en fait, mes journées sont tellement remplies maintenant et je ressens une satisfaction dans ces journées-là. Il y a de la baraka dans mes journées. Je suis vraiment content de mes journées. Quand je rentre à la maison, je me dis, alhamdoulilah, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Eh ben, j'arrive plus à me dire, qu'est-ce que c'était mes journées avant? À quoi elles ressemblaient, en fait? Qu'est-ce que je faisais quand je venais de l'école? J'allais où? Je le tuais comment mon temps? J'arrive plus à me souvenir. Tellement que limite, j'ai été formaté, moi, depuis. J'ai essayé d'oublier tout ce qui s'est passé avant. C'est comme une renaissance pour moi. Enfin, on va essayer un peu de parler de qui tu étais avant, justement. Moi, ça m'intéresse. Qui étais-tu avant Baraka, Avant Baraka, j'étais un père de famille, parce qu'il faut savoir que j'étais déjà marié. Ah ouais? Ouais, je me suis marié assez jeune. Donc, j'étais déjà marié. J'avais à l'époque déjà 2 enfants. Hein. Donc, voilà, j'étais un papa jeune. Tu es marié à quel âge? Je me suis marié à 22 ans. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, t'es chaud. Ouais, je me suis rangé vite. J'ai compris que il fallait vite se ranger. C'est quoi ta perception, justement, aujourd'hui, des gens qui disent que se marier jeune, il y a des bienfaits, mais en même temps, il y a ceux qui parlent aussi côté financier. Oh, il faut être prêt, il faut... Tu vois, quel est le conseil ou plutôt ta perception des choses? Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Hein. Si moi, je prends mon propre exemple, je n'étais pas prêt non plus financièrement. Quand je l'ai rencontrée, j'ai su que ce serait elle. J'ai fait le nécessaire. Je veux dire... j'ai travaillé avec les moyens que j'avais à ce moment-là pour vite prendre un appartement à louer. Et on a grandi ensemble. Moi, quand je me suis marié, elle allait encore à l'école, elle faisait des formations. Je veux dire, on n'a pas attendu d'avoir des économies pour pouvoir se marier, parce que chacun a son moment. Qu'est-ce qui dit que c'est dans 2 ans que tu seras prêt? Même en travaillant, peut-être que tu n'auras pas assez d'argent. Si tout le monde attend d'être prêt financièrement, c'est relatif. C'est quoi être prêt? Il faut avoir 10 000, 20 000, 30 000 euros sur le compte avant de se marier. C'est quoi être prêt? C'est une notion, être prêt. Moi, j'étais prêt avec rien sur le compte, mais je travaillais, on vivait au jour le jour, on a grandi ensemble et voilà les choses. Après, des fois, c'est après un mariage qu'il y a une certaine baraka qui vient dans tes affaires. Hein. Donc moi, si je devais donner un conseil, à partir du moment que tu as trouvé la personne, la bonne personne, tu sais que c'est la bonne personne, tu fais le minimum de causes. Parce que si tu épouses une femme, il faut quand même que tu puisses t'en occuper. Et comment on sait que c'est la bonne personne? Comment toi, tu as su que c'était la bonne personne? Écoute, moi, je l'ai su, parce qu'elle me l'a fait savoir, elle me l'a dit. Elle a dit, je suis la bonne personne pour toi. Je l'ai cru. Ok. En tout cas, merci pour ton conseil. On va revenir à la baraka. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lors de la création de ton ASBL? Non, la création en elle-même, ça a été très très simple. Hein. Ça a été très très simple. La création en elle-même, au niveau administratif, ça a été très très simple. Après, comme toute activité, les débuts sont difficiles parce que on est dans un domaine où la confiance prime sur tout le reste. La confiance des gens, parce que c'est des gens qui te donnent de l'argent. Et ils n'attendent pas que tu viennes faire une prestation chez eux. C'est tout. Tu vois, c'est une confiance qu'ils mettent en toi. Ils te confient leur argent pour que tu en fasses quelque chose. Donc c'est très très difficile au début quand tu sors de nulle part, quand tu n'es pas connu, quand tu n'as pas de contenu. T'as pas de contenu, voilà, non, on a déjà fait ça. Non, tu viens de nulle part, ouais, ok, faites-moi confiance, je vais construire ça. C'est très difficile. Donc, les débuts étaient quand même assez compliqués, mais seulement au niveau des dons. Et après, les difficultés, comme dans toute chose, elles évoluent. Au début, c'est une difficulté pour ça. Après, tu as des difficultés pour autre chose, sur les chantiers. Je vais t'expliquer après tous les chantiers qu'on fait. Mais voilà, les difficultés évoluent aussi. Hein. Et comment, justement, on renverse cette première étape? Parce que c'est l'une des plus importantes, quand même, de pouvoir déjà récolter des fonds pour pouvoir commencer à travailler sur son projet. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Ben, au début, comme je viens de te dire, pour avoir du contenu, on a dû faire de l'investissement de nous-mêmes. Ok. Ça veut dire, nous, quand j'ai créé l'association et que j'ai été très vite rejoint par... moi, je l'ai créé avec mon épouse. Hein. Je l'ai créé avec mon épouse et ma belle famille. Et on a très vite été rejoint par une petite équipe d'amis, comme je t'ai dit, des Marocains essentiellement. Et ben, pour avoir cette confiance, il faut le contenu. Pour avoir le contenu, il faut les moyens. Donc au début, c'était ben, des récoltes en interne, hein, entre nous, en famille, entre amis, qui nous connaissaient déjà. Donc fatalement, il y avait déjà cette confiance. Donc avec les petites récoltes qu'on a commencé au début, on a commencé à faire les premiers projets. On a construit les premiers puits en Guinée. On a envoyé un premier container pour des distributions à des gens dans le besoin. Et avec le retour de ces images, petit à petit, voilà, parce que on se déplaçait tout le temps sur place pour faire les images, et tout ce qui est très très important. Aujourd'hui surtout. Ouais, c'est très important. C'était déjà important, alors aujourd'hui c'est encore plus important, le retour des images. Exactement. Donc petit à petit, on a commencé à gagner la confiance des gens. Et voilà, c'est parti de là. Et pourquoi tu as choisi principalement la Guinée? Parce qu'on sait que tu opères dans certains pays, mais pourquoi avoir choisi principalement la Guinée? Qu'est-ce qui a fait que tu choisis la Guinée et pas un autre pays? Ben, d'abord, parce que il y a cette fibre, hein. Je suis guinéen. On peut pas l'enlever, ça. Ouais, c'est ancré en moi, fatalement. Et surtout, il y a un truc que je défie tous les Guinéens de le faire un jour. C'est parce que je suppose qu'on on va tous en Guinée de temps en temps. Chacun a sa fréquence. Il y en a qui vont une fois tous les 2 ans, 3 ans. Mais on va essentiellement voir de la famille ou en vacances. On est d'accord. Moi, si je prends mon cas, et je suis sûr que la plupart des Guinéens qui le feront, ils le vivront de la même manière. C'est que parce que moi le déclic en Guinée, ça s'est passé lors d'un voyage quand j'ai été pour le mariage de mon frère. Bon, on va dire que quand j'y allais, j'allais visiter la famille, j'étais confronté à la pauvreté des gens, mais je sortais un petit billet, je donnais aux pauvres ce que je pouvais lui donner et je continuais ma route. J'étais pas confronté à cette pauvreté plus que ça, mais dans ma propre famille, il y a la misère. Donc j'avais pas besoin d'aller dehors pour... voilà. L'année qui a suivi, que je suis parti dans le but humanitaire, j'avais l'impression d'être dans un autre pays. Tu es parti avec une autre vision. Une autre vision. Et là, du coup, le même pauvre à qui j'ai donné de l'argent l'année d'avant, c'est plus pareil. Là, je ne suis pas... tu te contentes plus juste de lui donner de l'argent. Tu vas lui demander... Comment t'en es arrivé là? Et quelle est ta situation? Et comment tu fais pour manger? Et là, tout de suite, sa misère est devenue fois 1000. Mais c'était le même gars, tu vois. Elle est là la différence. C'est que nous, tous les Guinéens, on part parce qu'on va visiter nos familles. On aide nos familles. Bien sûr. On aide tous nos familles. Mais ça se limite à ça. Alors que quand tu repars dans le but d'aider les gens, c'est plus que ta famille que tu vas aider. Tu vas aider monsieur, madame, tout le monde. Et tu te rends compte que nos familles sont très bien par rapport aux gens qui sont dehors, des mendiants. On connaît la Guinée, par exemple. Tu es handicapé, tu es en marge de la société. Automatiquement, malheureusement. Ouais. On voit tous les mendiants qui sont dans la rue. Comment ils en sont arrivés là? L'aide, il peut être de 1000 manières. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre à ces gens qui disent parfois apporter de l'aide comme tu le fais, c'est maintenir les gens, on va dire en quelque sorte, dans la pauvreté parce qu'on ne les aide pas justement à aller chercher par eux-mêmes parce qu'on vient directement leur donner les choses. Comment est-ce que dans ces cas-là, tu pourrais répondre à ces gens-là? C'est pas totalement faux, hein, comme on connaît tous l'expression, apprends à pêcher plutôt que de... Voilà. Mais c'est pas juste dans toutes les situations. Il y a des situations où, comme je viens de te dire, par exemple les handicapés, oui. Il y a des choses qu'on peut faire pour eux pour qu'ils puissent eux-mêmes se défendre, on va dire, s'en sortir dans la société. Mais on connaît aussi la Guinée. On a des universitaires qui n'arrivent même pas à trouver du travail. La réalité, elle est là.
Elle est là, la réalité. Il n'y a pas de travail. On a presque l'impression qu'il n'y a pas de perspective d'avenir pour les jeunes. Et ils vous le diront. Les jeunes Guinéens, ils vous le diront. On a des diplômés qui sont là, qui tournent en rond. Il est diplômé en droit. Pour finir, il va ouvrir une petite boutique pour vendre de la petite marchandise. C'est très, très difficile. C'est facile de dire donnez-leur les moyens de s'en sortir. Mais quels moyens de s'en sortir? Comment? C'est très compliqué, mais c'est vrai, c'est vrai. On ne devrait pas être dans l'assistanat. Mais malheureusement, il y a des situations où on n'a pas le choix. Après, en tant que musulman, on aide. Toi, le donateur, quand il nous confie l'argent, au final, c'est même pas pour la plupart, c'est même pas des Guinéens eux-mêmes qui donnent l'argent. Donc, lui, il fait son don parce qu'il attend une récompense de son Seigneur. C'est tout. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer un projet comme le tien, à distance? Parce que souvent, il y a l'idée reçue que c'est très, très compliqué d'avoir une association ou d'avoir une entreprise et de la gérer à distance. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est pas des idées reçues. C'est très, très difficile. Surtout... chez nous, en Afrique, là, on est guinéen, donc on va être dans la précision en Guinée. Combien de personnes qui écoutent ce podcast vont se dire, ouais, écoute, moi, j'ai fait un projet, mon frère, il a pris tout l'argent, il s'est barré, moi, j'ai fait ci. Tout le monde connaît, osons le dire. Tout le monde a eu une petite histoire comme ça dans la famille. Et c'est très souvent les proches même qui le font, le papa, le frère, la sœur. Donc la difficulté, elle est là. Nous, on a une difficulté ici pour avoir la confiance des donateurs. Mais de l'autre côté, on a la difficulté à qui on va faire confiance nous-mêmes là-bas pour la réalisation de nos projets. En ce qui nous concerne, alhamdoulilah, j'ai réussi à mettre en place une équipe dynamique qui, depuis toutes ces années, alhamdoulilah, nous a toujours rendu les projets. Mais c'est parce que c'est aussi dû au fait que chaque année, au moins 2 fois, j'y vais sur place. La présence, elle est primordiale. On ne peut pas se permettre, parce que l'enjeu est grand. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a surtout, c'est l'argent des gens. C'est l'argent des donateurs qui nous confient, qui ont besoin d'un retour. Donc, moi, j'ai réussi et j'estime que c'est une très, très grande réussite, à leur mettre en tête qu'à tout moment, je peux venir. Et quand je viens, je ne suis pas seul. Je viens comment tu fais ça? Genre, tu as débarqué plusieurs fois à l'improviste? Non, sincèrement, non, même pas. Ils savent que j'arrive. Mais c'est des chantiers, on ne peut pas cacher les chantiers. On ne peut pas inventer un chantier. Quand j'ai plusieurs gars, chacun a son domaine. Il y en a un qui s'occupe des puits, il y en a un qui va s'occuper de... Voilà. Et quand ils savent que j'arrive, ils savent que je vais aller visiter les chantiers. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent cacher, de toute façon. Donc, je les préviens. Je viendrai la semaine prochaine, je viendrai dans un mois, il n'y a pas de problème. Je vais avec une équipe, je prépare un planning, tout ce qui s'ensuit. Mais ils le savent. Donc, voilà, c'est la présence. Ils savent que je vais arriver, que je vais contrôler tous les chantiers qui sont passés, tous les chantiers en cours, et on va commencer des nouveaux chantiers. Je pense que la clé du succès, en tout cas de notre succès à nous, parce que franchement, sur toutes ces années, on a des difficultés sur le terrain qui ne sont pas, qui sont pas de notre volonté. Voilà, il y a des fois, il y a la saison pluvieuse, on a des soucis avec ceux qu'on aide eux-mêmes. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, ils savent très bien que on a toujours rendu les projets, en fait. Tous les chantiers qu'on a commencés, on a été jusqu'au bout, on a rendu les images aux donateurs. En tout cas, machallah et barakallah fik. Et au début, tu avais mentionné que tu étais le seul Guinéen dans ton association. Oui. Comment tu expliques cela? Comment j'explique cela? En vrai, tous les soirs, quand je me couche, je me pose encore la question. Comment ça se fait que je suis le seul Guinéen? Et sincèrement, c'est des fois un petit peu difficile à vivre pour moi, parce que j'ai une équipe de 6-7 personnes qui font tourner la machine, mais il y a plein de bénévoles qui gravitent autour de nous pour nous aider dans nos différentes actions. Et sur tout ce groupe qui gravite, bon, en interne déjà, ok, je veux bien comprendre que je sois le seul Guinéen, mais même autour de nous, je n'en vois pas.
Alors la question que je me pose, et que je pose peut-être à ceux qui m'écoutent, Mhm. comment ça se fait que ils adhèrent pas à ce projet? Parce que, bon, je vais peut-être en profiter pour t'expliquer clairement quels sont les projets qu'on a en Guinée. Mhm. Euh, Depuis quelques années maintenant, en Guinée, on a déjà construit presque une cinquantaine de mosquées, Mhm. une centaine de petites madrasas. Tu vois, c'est les petites structures qu'on fait pour les enfants qui étudient le Coran, même le sol. Là, tu connais au pays. Ouais, ouais, ouais. Des fois, quand il pleut, c'est un petit peu Moi-même, compliqué. j'ai Voilà. participé. Ben, pendant les saisons pluvieuses, c'est compliqué pour eux, parce qu'ils sont dehors. Nous, on est parti sur un projet de petites structures Mhm. qui font que ben, pendant la saison pluvieuse, ils peuvent continuer à étudier le Coran. Et pendant l'été, ben, ils sont à l'abri du soleil, quoi. Mhm. Donc voilà, on a ce petit projet qui existe depuis 2-3 ans. On en a fait déjà une centaine. Mhm. On a milliers de puits qui ont été forés en Plus de Guinée. 900, j'ai vu Ouais, sur le site. là, on a un millier de puits. Ok. C'est vraiment, machallah. On a surtout 3 orphelinats. 3 Et heures. ce sont nos petits bijoux, ça. On a Ok. 3 orphelinats, un qui est à Fassia, un qui est à Bofa, et le plus grand qui est à Debreka. Ok. Et ça nous demande vraiment beaucoup d'investissement. Donc, quand je cite ces projets-là, sans compter le fait que, voilà, on envoie des containers, qu'on fait des distributions, voilà, quand on part nous-mêmes, on achète du riz, on distribue aux gens. Chaque ramadan, on a 30 jours de distribution. Chaque ramadan, 30 jours, tous les jours. Tous les jours, il y a une Tous les jours, distribution. on distribue de la nourriture. Tous les jours. Et quand l'Aïd s'approche, on distribue des vêtements et des jouets aux enfants. Et quand le grand l'Aïd s'approche, on récolte de l'argent pour les moutons, on envoie et on distribue les moutons. Chaque année. Donc quand je cite tous ces projets, comment ça se fait que j'arrive pas à adhérer la communauté guinéenne au projet? C'est une question que je me pose moi-même. Moi, je me demande, est-ce que c'est pas une question peut-être de communication? C'est possible. Ah non, peut-être que j'ai fauté quelque part, mais c'est pas à défaut d'avoir essayé, hein, parce que voilà, moi, on est sur les réseaux. Je partage les publications. Moi, je ne cible pas une communauté en particulier, je partage. Mais il y a quand même des Guinéens qui tombent sur nos posts, c'est pas possible. Faut pas me dire que les Guinéens ne tombent pas sur les posts de la Baraka. Alors, c'est soit ils tombent dessus et c'est des projets qui leur parlent pas, soit effectivement, ça ne leur parvient pas. Mais comment y arriver alors dans ce cas-là? Je sais pas, si vous avez des idées, moi je suis preneur. Parce que, allez, moi j'organise des galas pour récolter des fonds, des tournois de foot. J'ai essayé, hein, je connais quelques Guinéens à qui j'envoie les affiches et tout ça. Ils ne sont pas là. Après, est-ce que c'est juste parce que c'est eux ou c'est parce que c'est un problème plus profond? Je sais pas. Mais j'arrive vraiment pas à faire adhérer la communauté guinéenne à la cause. En tout cas, je profite aussi pour rappeler que les Guinéan Young Leaders est là justement pour ce genre de choses. On est là pour rassembler la jeunesse guinéenne autour de divers termes et aussi justement à soutenir ce genre de projet. Donc pour tous ceux et celles qui sont sensibles à la cause de la Baraka, bah, n'hésitez pas à aller directement leur contacter sur Instagram et Facebook éventuellement. Ils ont un site internet. Donc, je vais te poser ma toute dernière question. Comment ça se fait qu'avec tout ce que tu viens de me dire, plus de 1000 puits creusés, une centaine de citernes, je crois près de 300 citernes aujourd'hui qui circulent en Guinée pour aller ravitailler les gens. On a une citerne. Et d'ailleurs, une très bonne nouvelle. Pour l'instant, nous, on paye une citerne. Hein. Okay. On paye tous les jours une citerne, 400 000 francs guinéens. Okay. Tous les matins. 400 000 francs. C'est 40 euros. 40 euros pour distribuer de l'eau. Ça, c'est essentiellement à Conakry parce qu'on ne peut pas faire des puits partout. Donc, il y a des quartiers où on passe avec l'eau, ils sortent avec les bidons et ils se servent. Donc, ça, c'est tous les jours. 7 sur 7, on passe avec une distribution de citernes. À côté de ça, il y a 2 ans, on a lancé une récolte pour acheter un camion forage. Donc, on a notre propre camion forage qui circule en Guinée.
Ah ouais, donc du Oui. coup, là, vous êtes dans un projet pour... On a des vraiment, puits partout. oui, parce que les puits, le millier de puits que je t'ai dit, c'est des puits manuels. Mais on a été confronté à beaucoup de difficultés, à des endroits où on ne pouvait pas creuser à la main et tout ça. Donc l'idée du camion forage est venue de là, Mhm. pour que plus rien nous arrête. On Ok. veut faire des puits partout où il y a moyen de faire, ou partout où il y a le besoin, Ok. en fait. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Et la question que je voulais te poser, avec tout ce que tu viens de me dire, tous les projets que tu as réalisés, comment ça se fait que tu es inconnu du grand public? Déjà, ici à Bruxelles, mais aussi au sein de la communauté. Moi, c'est à titre personnel, je ne te connaissais pas. On m'a parlé de toi. Comment est-ce possible? Bon, il y a deux raisons, peut-être trois, peut-être plusieurs, mais je peux t'en citer quelques-unes. C'est qu'il y avait il y a une volonté manifeste de travailler dans l'ombre, ça c'est une chose. Mhm. Personnellement, en tout cas, la Baraka elle devrait être connue parce que plus on est connu, plus on est susceptible d'avoir de l'aide. Mhm. Ça, c'est une chose. Après, moi, j'ai fait le choix personnel de travailler dans l'ombre, tout simplement. Et pourquoi? Parce que je pense que je suis plus efficace comme ça. Être dans l'ombre. Être dans l'ombre. Et être connu, c'est pas toujours une bonne chose. Ouais? C'est vicieux, ça peut changer les intentions. Ouais, c'est vrai. Ça peut changer les intentions. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu, c'est pas pour l'homme. Mhm. Même quand on va dans un village offrir un puits, une mosquée, une école, Mhm. au final, c'est même pas pour eux. Eux, ils profitent de l'infrastructure. Mais nous, on le fait pour avoir la récompense du Seigneur. Ouais. Donc, être connu, être sur les feux du projecteur, ça peut corrompre ton intention, tu vois. En fait, j'ai peur personnellement d'en arriver au stade de faire des choses D'être pour orgueilleux. être vu. Ouais. L'orgueil qui peut vite s'installer dans le cœur. Donc ça, c'est un choix personnel que j'ai fait de travailler dans l'ombre. Mais effectivement, l'association en elle-même, elle devrait être, en tout cas dans la communauté guinéenne, elle devrait être plus connue parce que vraiment, vraiment, on a des projets incroyables. Comme je te Baraka parlais de Esmé. citernes qu'on Mhm. investit, parce qu'on paye, là tout de suite, il y a une semaine, on a clôturé la récolte pour acheter notre propre camion citerne. Ok. Donc dans cette semaine, je vais aller l'acheter et là on pourra Tu faire- repars encore en Guinée, sachant que ça fait pas 2 semaines que t'es rentré. Ah ouais, non, ils sont pas prêts ils sont pas prêts eux là-bas. Ils me voient tout le temps. Ok. Et si je te dis la Guinée 2035, tout le monde a droit à cette question. Quelle est ta vision? On est en 2022. Ouais. 2035. C'est pas loin, hein. C'est pas loin. Ouais, 2035, c'est demain. Ben, Ouais. j'espère juste en 2035. Ouais. Il n'y aura plus de coupure de courant. Je demande même pas tant. Je suis pas gourmand. Je veux juste ça. Pas de coupure de courant. Non, en 2035, comment je vois la Guinée, sincèrement, on a du pain sur la planche. Hein. On a du boulot. Parce que, et ça, c'est mon avis personnel. En 2035, j'ai pas l'impression qu'on aura beaucoup avancé. Ouais. Comme je vois là, j'ai pas l'impression. On aura peut-être un peu plus de routes plates en 2035, mais c'est que de l'infrastructure, ça. C'est dans la mentalité que ça doit changer. On peut construire tout ce qu'on veut en Guinée et partout ailleurs. Hein. Si la vision des choses, la mentalité n'évolue pas, en 2035, on sera au même point. C'est juste qu'on aura peut-être des meilleures routes, on aura peut-être une électricité plus stable, on aura peut-être un peu plus d'eau. Mais la mentalité, les divisions qu'il y a entre nous, tant que ça ne change pas, la Guinée en 2035 sera la Guinée de 2022, de 1985, avec un peu plus d'infrastructures. Et prions que cette division Prions que cesse. cette division cesse, parce que quand tu vois encore ce qui se passe, à chaque fois, nous-mêmes, on est interrompus dans nos missions parce qu'il y a des manifestations là. Et des fois, moi, je pars avec mon équipe de bénévoles ici, des fois, je te jure, quand on revient des chantiers, tu vois, on reçoit des appels, ne passez pas par l'Axe, ne passez pas par Bambeto, ne passez pas par... Tu vois, on dirait on est dans un pays de guerre, c'est pas normal. Mais pourquoi on en est là? C'est incroyable. Et pour toi, c'est quoi la solution? C'est la mentalité, on doit le vivre ensemble. C'est même pas compliqué, la Guinée, Conakry, on est tous ensemble.
Tu vois, à Madina, on est tous ensemble, c'est mélangé, tu sais même pas qui est qui s'ils parlent pas. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça se fait, on en est arrivé là, à cette division entre nous, dans un si petit pays, dans cette mentalité, la mentalité qui doit évoluer si on veut avoir en 2035 une Guinée différente. En tout cas, merci. On va clôturer sur cette note positive. Merci on va retenir qu'il vous. faut changer la mentalité, ou en tout cas faire évoluer la mentalité des gens pour qu'on puisse tous aller de l'avant. Et n'hésitez pas à aller suivre Baraka et soutenir ses projets. Donc voilà, on va clôturer ce podcast. Merci encore à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à partager, liker le podcast et aussi nous faire des recommandations par rapport à des personnes que vous pourriez connaître éventuellement qui font des choses intéressantes comme notre frère ici. Donc voilà, et merci beaucoup, bonne journée. Et franchement, si je peux terminer sur une note d'encouragement, ce serait pour vous, parce que franchement, c'est, machallah, une très belle initiative. Je te le disais en off, malheureusement, la communauté guinéenne ne se sent pas toujours investie pour ce genre de choses, d'initiatives. Et franchement, je vous encourage vraiment qu'Allah y mette la baraka dans ce que vous entreprenez. Merci. Et Inch'Allah, on se retrouvera peut-être ici dans quelques mois avec plein de Guinéens ambitieux, plein de Guinéens désireux de faire quelque chose, parce que je suis quasi certain que le changement il viendra d'ici. Alors, ce que vous entreprenez là, c'est peut-être le début de quelque chose qui va se mettre en marche. Des Guinéens qui ont fait des études, des Guinéens qui en ont dans la tête, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont des projets en main, mais qui ne savent pas toujours forcément par où commencer, et qu'on va se retrouver ici, qu'on va créer des connexions, qu'on va créer un mouvement qui va peut-être aller contaminer certaines réflexions là-bas. Okay. On va apporter ce virus, comme le corona, mais le virus de la positivité. D'une nouvelle réflexion en Guinée, Inch'Allah. En tout cas, merci mon frère. On va finir, on va clôturer sur cette très très belle note positive et on se retrouve à la prochaine, au prochain numéro, pardon, j'en perds mon latin. Donc, bonne soirée ou bonne journée, tout dépendra encore une fois d'où vous regardez ou quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Bye bye.